On n'y pense pas toujours, mais l'environnement, qu'il soit interne ou externe, peut avoir de larges conséquences sur la santé et le bien-être. Effectivement, on va souvent entendre les gens mentionner que la pollution peut avoir de larges conséquences sur les changements climatiques et qu'en retour, ceux-ci peuvent avoir de larges conséquences sur la santé. Mais ce n'est pas tout. Saviez-vous également que votre maison, votre milieu de travail et même les villes dans lesquelles vous vivez peuvent avoir un impact? C'est justement ce dont nous allons aborder dans cet épisode. Bienvenue à l'approche gagnante. Afin d'aborder le sujet, nous irons à la rencontre de Ali Darling-Baudouin, designer intérieur chez Forte Inc., afin de comprendre comment est-ce que les bâtiments peuvent avoir une influence sur l'environnement et la santé. Nous aurons également la chance de discuter avec Chantal Lalonde, gestionnaire du programme de santé au Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, afin de comprendre justement comment est-ce que le développement urbain peut avoir une influence également. Nous terminerons l'émission en discutant avec Giovanna Mingarelli, présidente et fondatrice de MNC Consulting et MC2, afin de comprendre comment est-ce que la participation citoyenne peut faire changer les choses. Donc, comme on vient de le mentionner justement, on va parler de comment est-ce que les bâtiments en tant que tels vont avoir une influence sur la santé des individus. Donc, si on commence à dire un peu à la base, comment est-ce que les matériaux qu'on utilise dans la construction des bâtiments peuvent avoir une influence? So, first and foremost, I guess the biggest reason that the materials will matter in construction is because if you have poor quality materials, you have a poor final product. The materials form the kit of parts of the entire project. So all of the materials working together, the systems that you build, they'll have a direct impact on whether or not you have a good building or a bad building. Oui. Et quels sont les impacts de ces matériaux-là sur la santé des individus? I would say there's a couple of angles, I think, if we're thinking about health. So there's, first and foremost, there's kind of acute or immediate risk of health. So for example, a product, floor tile that's too slippery, and somebody might slip and fall and it causes an injury. That's one immediate, an obvious health impact that your materials can have. But then there's more prolonged kind of chronic risks. A really good example in the realm of materials is VOCs, or volatile organic compounds, that up until a few decades ago were very prevalent in built environments, and exposure to those caused their users dizziness, headaches, nausea, respiratory problems. So it can be a really significant impact if the material is very dangerous, or it can be more of just a risk and cause sort of an immediate injury. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites justement pour vérifier c'est quoi les matériaux qui sont utilisés pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de conséquences sur la santé des individus? There is, yeah. In the design world, regulation is sort of the first defense against that type of thing. So speaking about things like VOCs, for example, those things are now regulated. Like, we've identified the risks and we've identified products. There's organizations that are identifying specific chemicals that are particularly dangerous, and then regulations are made to limit those chemicals in our environments, in either built products or in whatever it is that we're using. So paints, for example, with low or no VOCs are very standard now, which they weren't in the past. That's the sort of first line of defense, I would say, for making sure that the materials are appropriate. The next line is generally just best practice. Okay. So, qualified designers, architects, engineers, contractors, generally, if they're educated on those types of risks. So they can recommend products that are appropriate and safe. Oui. Il y a aussi, depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup de la durabilité, et entre autres des bâtiments durables. Donc, avant qu'on aille plus loin sur ce sujet-là, pouvez-vous nous expliquer rapidement c'est quoi un bâtiment durable? A durable building? Well, so I guess it's measured a bit differently depending on who's measuring it, I suppose, and what your priorities are. But
a lot of the times a number that is thrown around a lot is that buildings have a life cycle of around 40 years. Okay. You should build a building and it should last 40 years. What we know as people, especially in commercial design, is that a building sits there for a lot longer than that. So, we're sourcing materials that will last or are meant to last for 20 years, but the building is meant to last for 40. So we say, okay, we know in the life cycle of a building, we need to replace the flooring at least once. But then if the building sits there for 60, 70 years, suddenly that life cycle becomes, you start to have to replace things you would never have expected to replace, like structural improvements and stuff. So I would say, by and large, I would define a durable building as one that lasts as long as you planned it to last, and you need to be realistic about how long you actually think it's going to last. So even in your house, if you're renovating your kitchen and you're like, well, some people might not even think about that. Mm-hmm. How long do I want this kitchen renovation to last? And what impact does that have on the materials I choose? Mm-hmm. Because if you plan to just renovate it and then move out, your priorities are quite different in terms of durability. But that's what I would say. If it meets its requirement that you've set out and you were reasonable about your requirement, then I would consider that durable. Oui. Et est-ce que cette pensée-là de bâtiment durable peut également s'appliquer au niveau de la santé? Donc, est-ce qu'il y a des choses au niveau de la santé qu'il faut prendre en considération? A lot of the times, there's sort of a perception that natural materials have worse durability. Okay. That's like a perception that people will have that, if you do a solid wood table, for example, that it can get water rings on it because you've set a cup down on it or something like that. That's, I think, a perception. I think it's a misconception about those materials. A lot of the times, sourcing materials that are healthy materials that don't cause any other issues, tile that has good slip resistance, paint that has low VOCs, whatever else it happens to be in the space, generally speaking, those don't have a huge impact on the durability. Because it's become such a requirement to have these options, those materials have been innovated. They have been made more durable, and generally speaking, they can meet those same durable requirements, I would say. Et pourquoi est-ce que c'est important, justement, d'avoir des bâtiments qui sont durables? Well, the main reason, I think, is that it's just a lot of work, not only to demolish a building, and it's a lot of waste to demolish a building. It's also a lot of consumption. You need a lot of new materials to build a building. More than that, like I said earlier, you keep buildings for a long time. We keep them for a long time. Even houses, if we're not building them to last 100 years, they're still standing there. Someone is still living there. So a building that's not durable will eventually become a health risk just because of its kind of compromised integrity. People spend around 90% of their time indoors too, so it would be good if the buildings were safe, healthy, all of that stuff. Et justement, vous venez de le mentionner qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur des bâtiments, donc le design doit être quelque chose qui est très important, qui a une influence sur la santé. Dans les dernières années, on reconnaît vraiment ça comme un investissement envers, on va dire, les gens. Donc, pourquoi est-ce qu'on reconnaît cette importance-là aujourd'hui? I think over time, because I think with information just becoming a little bit more available, individuals are becoming a little bit more aware of design and what's out there. And they're starting to, I would say, have higher standards. Et pourquoi est-ce que, mais plutôt, comment est-ce que le design peut avoir justement une influence sur la santé des gens? A lot of ways, I would say. I guess if we want to talk about an obvious way, I spoke a bit about, the danger of certain materials in a space. Mm-hmm. So, for example, a qualified designer will be looking out for those types of things and avoiding those types of things. That's pretty standard practice. Beyond that, though, even just the mindfulness of design. So one of the main things that we try to encourage clients to consider and to have in their space is natural light. Mm-hmm. That's just one simple thing. We try to say, look, anywhere that there's going to be people, especially for a long duration of time, try to have natural light in that space, because we know the benefits of natural light makes us feel more alert, makes us feel more comfortable, more relaxed. It's not as harsh on our eyes, and it also has the added benefit of less consumption of electricity. We try to encourage, therefore, clients to consider that, and generally speaking, a designer will be mindful of that type of thing. So even just in the way that they're configuring the space, thinking about something like that we know has an impact on wellness
can make a big difference. Another really good example with design, when we talk about health, one of the things that we focus on in, let's say, health-centered design, this is coming from my background as a WELL-certified designer, which is essentially a building standard that deals specifically with health and wellness. One of the major kind of pillars of that standard is movement. So it's designing spaces that promote movement, knowing that sedentary lifestyles are dangerous and they cause a lot of health problems or exacerbate other health problems that we, already have. When you're designing with something like that in mind, you'll design things, there's an entire section of that standard that talks about designing beautiful circulation. So that means beautiful hallways that are ample size, that look nice, that are efficiently placed, designing beautiful staircases that are large and considerate and have beautiful views and all that stuff. And if you take those kind of functional areas, those, let's call them things that are sort of back of your mind when you're designing otherwise, and you make them sort of celebrated, that really influences people's likelihood to use them. So now you have this improvement of health because you're motivating this movement throughout a space. Oui. Et de façon globale, c'est quoi les éléments qu'on devrait prioriser dans notre environnement pour que ce soit plus bénéfique pour notre santé? First and foremost, for sure, I would say adhering to codes and regulations is number one. It's not actually optional, but sometimes it's just a little bit challenging, but that's number one. I mean, having those types of codes and standards in place, that's what's going to guarantee that you're minimizing the risk to your health in your space. Beyond that, there's best practice, right? There's working with reputable firms that care about these things. And even if you're doing it as an individual, it's just thinking about what the actual priority is. And one of the things I try to tell my students, and I try to tell myself as I'm designing, is that your number one priority when you're designing a space should be the person that's going to be in the space. That's the mantra for a lot of interior designers, is the building is for people, the space is for the person, and the users come first. And so shifting that perspective, I think, is really, really valuable in thinking about what's best for the individual in the space. Makes a huge difference. Et est-ce que aussi au niveau des dépenses, est-ce qu'il y a des plus grandes dépenses lorsqu'on veut faire des bâtiments plus durables? I think it's a bit of a misconception to say that a sustainable building costs more to build. But there's a few circumstances, maybe those materials cost another $1 a square foot or half $1 a square foot. That's possible. But often the return on investment is what we're looking at and what we should be thinking about. So in an example of a office building, let's say you design the building to be more sustainable, to be more better for health of the individuals and better for the wellness of those individuals. Even if that costs you 1% more to do, or whatever it happens to be, your employees, if they're happy and healthy, will do better work. They will be more productive. So that will bring you more value as well. And that's not just in terms of pure profit, that they're more productive and they're making more money, but happier employees and healthier employees also take less sick time. They leave their jobs less often. They do all of this stuff that, it makes them happy and it makes you happy, and it makes good money also. So there's a return on investment there that I would say, I personally believe, counteracts any of the costs that you might be seeing with building something more sustainably. Et pour terminer, ça serait quoi, à votre avis, un élément qu'il faudrait changer en tant que société pour être capable de bâtir des bâtiments plus durables? I think the number one thing that I would, if I had a magic wand, is I would try to just shift what people care about. Our focus a lot of the time is on how quickly can we get it done and how inexpensive can we do it. And we're seeing, of course, a lot of clients that are coming to us now that are asking specifically for sustainability to be factored into that. Okay. So, for example, the firm that I work at does a lot of work with the federal government, and this is one of their requirements. And it's only become more and more rigorous over time, what is required of these designs, which is great. And it's just that shifting that focus away from quick and cheap to valuable
valuable, and what does value actually mean? Donc maintenant qu'on vient de voir comment est-ce que les bâtiments en tant que tels peuvent avoir une influence sur la santé, allons maintenant regarder comment est-ce que le développement urbain peut également en avoir une. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, donc la façon que les villes sont construites, le développement urbain, comment est-ce que cet aspect-là peut avoir une influence sur la santé des individus? La façon qu'une ville est construite, ça a certainement un impact sur nos choix, puis nos décisions au niveau de comment on va vivre. Donc, par exemple, si on a accès à des trottoirs, on aura plus tendance à vouloir marcher. Si les gens ont accès à des parcs ou des infrastructures vertes, on a plus de tendance à passer du temps à l'extérieur, qui est bon pour la santé. Puis c'est sûr que si on priorise un peu l'individu puis la santé des gens, c'est que de façon générale, nos villes vont être plus convenables pour les individus aussi. Oui. Et est-ce que ce développement urbain peut avoir une influence sur divers problèmes de santé de la population? Oui, définitivement, parce que ça peut avoir une influence sur nos comportements. Okay. Donc, par exemple, si on construit une ville ou un ville-village, là, on va parler un peu comme dans notre région, c'est plus des petits villages, des plus petites villes, mais c'est que si on construit en pensant aux choix journaliers que les gens doivent faire, tu sais, par exemple... encore si j'utilise l'exemple de trottoir ou piste cyclable, c'est que les gens vont avoir plus tendance à faire ces activités-là parce que c'est accessible, c'est plus sécuritaire. Donc, on sait que les comportements ont un impact ensuite sur les diverses problématiques de santé. Donc, ça peut avoir tout un impact. C'est sûr que c'est plus complexe et plus nuancé que juste un comportement ou non, mais ça peut définitivement promouvoir puis supporter la santé. Oui, parce que justement, vous parlez de trottoir, piste cyclable, donc ça permet sûrement un mode de vie actif. Donc, comment est-ce que justement le développement urbain devrait être réfléchi pour encourager un mode actif? Définitivement, le développement urbain, la façon que ça peut vraiment promouvoir un mode actif, c'est quand on construit mettons un quartier résidentiel, c'est de penser à l'avance, penser à long terme, qui va vivre là, comment est-ce que les endroits vont être utilisés, puis souvent, ils pensent peut-être un petit peu plus trop tard, puis là, c'est compliqué d'ajuster un trottoir par après. Donc, c'est plus facile de conceptualiser nos régions en pensant globalement qui va vivre là, quelle sorte de vie qu'on veut avoir dans cette région-là. Donc, tu sais, on met des trottoirs, on met des pistes cyclables, peut-être qu'on met un parc où est-ce que les gens peuvent se rassembler. Tu sais, des célébrations communautaires, ça peut être où est-ce que les familles se rassemblent pour aller jouer dehors. C'est toutes des choses qu'il faut conceptualiser à l'avance. Puis il y a des gens que c'est exactement ça leur métier, c'est des planificateurs urbains. C'est vraiment leur parcours professionnel. Fait que il y a beaucoup de choses qui rentrent en cours dans cette chose-là. Puis j'imagine aussi, vu qu'on est dans des communautés plus rurales, donc on est plus entouré de nature, ça doit avoir un certain impact sur la santé des individus, cet accès-là? Absolument. Le fait de pouvoir être à l'extérieur, on le sait, il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que ça peut avoir un impact positif sur la santé mentale. Juste être dehors, l'air fraîche, c'est plus tranquille. Si on compare, je pense qu'on a quand même tous une expérience d'aller dans un gros centre urbain. Il y a beaucoup plus de bruit, puis c'est pas un bruit naturel nécessairement. Donc, c'est sûr que c'est l'avantage dans des régions plus rurales, les petits villages, c'est que c'est plus tranquille, puis on a plus accès à la nature. Donc, définitivement, ça a ses avantages. Oui. Et j'imagine, par contre, qu'il doit y avoir certains défis reliés à ce développement dans des régions rurales. On regarde à quoi environ? Au niveau des défis, je pense que c'est plus au niveau de... C'est un peu regardé comme les bienfaits puis les défis. Okay. Les bienfaits d'être en milieu rural, c'est sûr qu'on a plus d'espace. De façon générale, le coût de la vie est plus abordable. Mais je pense que le revers de la médaille, c'est que c'est un coût de la vie souvent qui est moins élevé, mais c'est parce qu'on a souvent moins accès aux services essentiels où on a besoin vraiment, quand tu as besoin d'accès à un véhicule pour te rendre au service, l'accès à des emplois, même pour se rendre à l'école, ça peut être un peu plus compliqué. Fait qu'il y a comme... C'est un peu comme on priorise peut-être l'accès à la nature puis l'espace, mais le revers, c'est que, veut pas, on a plus d'espace, donc c'est moins évident de pouvoir bâtir une ville, c'est plus dense, donc l'accès est plus facile, mais en milieu rural, c'est
il y a plus de place. Ouais. Donc, c'est de là les complexités. Oui. Puis, vous parlez de l'accessibilité. Est-ce que vous seriez capable de nous expliquer comment est-ce que l'accessibilité peut avoir une influence sur la santé? Absolument. Tu sais, on pense toujours comme au début de l'année, les gens vont se fixer des objectifs. Ah, je veux être plus actif. Puis j'utilise l'exemple de l'activité physique parce que je pense que ça touche vraiment la majorité des gens. Mais je pense que ce qu'on réalise pas, c'est que c'est pas juste un choix individuel. Comme oui, on peut choisir de prioriser l'activité physique, mais ce qui rend notre choix plus facile, c'est vraiment là. Donc, le fait de sortir de chez vous, puis qu'il y a un trottoir ou qu'il y a un parc ou qu'il y a un sentier pédestre qui est sécuritaire, qui te permet d'aller comme profiter de la nature, ou si ça te tente d'aller en vélo, que tu peux y aller puis tu te sens vraiment à l'aise, ça rend ton choix plus facile. Ouais. Donc, c'est ça vraiment qu'on parle d'accessibilité. Une autre façon de parler aussi d'accessibilité, c'est que quand on parle d'activité physique, encore une fois, on veut que ça soit quelque chose qui est accessible pour la majorité des gens. Puis quand on parle du vélo, de la marche, c'est quelque chose qui est vraiment, tu sais, ça coûte pas cher de faire de la marche. C'est disponible pour que ça soit une famille avec des jeunes enfants, une personne plus âgée, des gens avec des problèmes de mobilité. Peu importe, ça peut être pour un athlète adepte qui fait de la course. Tu sais, c'est une infrastructure qui supporte la majorité des gens. Oui. Et de façon générale, ce développement urbain-là, pour le mettre plus adéquat à la santé, c'est quoi de façon générale les défis pour le rendre meilleur pour la santé des individus? Le coût. Le coût. Oui, définitivement. Comme j'ai mentionné au début, comme si les municipalités n'ont pas vraiment conceptualisé le développement urbain au préalable, c'est que par la suite, de faire des rétroactions puis de changer un peu les choses, ça peut être difficile. Okay. Puis aussi, veut pas, les conseillers municipaux, les membres élus de notre communauté, ils ont des décisions difficiles à faire. Puis des fois, c'est de prioriser, bon, est-ce qu'on développe un parc? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Ça coûte de l'argent. Ouais. Mais il faut penser des fois à long terme, ça bénéficie les communautés, ça peut rendre la communauté plus désirable pour les gens. Tu sais, on voit un beau village ou une belle ville avec plein d'infrastructures puis d'aménagements qui permettent aux gens de profiter puis de vivre une vie vraiment active ou plus en santé. Donc, ça peut être vraiment une bonne chose. Mais c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Tu sais, on peut pas construire un sentier récréatif en disant bin, là, vraiment, là, ça peut prendre beaucoup de temps. Puis aussi, c'est que quand on décide d'avoir ces genres d'aménagements urbains-là, c'est qu'il faut conceptualiser aussi qu'il y a comme un entretien. Fait que c'est pas juste de le construire, c'est qu'après ça, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut faire la promotion, etc. Oui. Et est-ce que vous diriez qu'il y aurait des choses qu'on pourrait améliorer dans notre communauté présentement pour rendre nos villes plus durables et plus bénéficiaires pour la santé? Oui, définitivement. Il y a toujours des petites choses. Tu sais, c'est évident, on a mentionné les trottoirs, les sentiers pédestres. Prioriser les parcs aussi, les maintenir. Des fois, souvent, on a des villes qui ont plein de parcs, puis tranquillement, pas vite, on va les voir disparaître. Mais ce serait vraiment de préserver les parcs, puis de s'assurer que c'est vraiment un investissement important pour la santé. Tu sais, planter des arbres, ça semble peut-être banal, mais ça l'augmente, ça améliore la qualité de l'air. Ça peut aussi permettre, comme tu sais, on voit les changements climatiques, d'avoir plus un canapé forestier. Ça nous permet vraiment d'avoir un petit peu plus d'ombre pendant les saisons plus chaudes. Puis juste au niveau, comme on a parlé, la nature, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de verdure dans notre communauté. L'autre chose, c'est vraiment, encore une fois, c'est d'avoir des plans urbains, des plans communautaires qui ont des objectifs reliés à la santé et au bien-être de la communauté. Parce que ça va venir en considération dans toutes les décisions municipales. Donc, quand on parle des plans officiels, les plans stratégiques, c'est que c'est important d'avoir ça de reconnu comme quelque chose que les municipalités veulent favoriser. Oui. Est-ce que vous savez si présentement nos municipalités, c'est quelque chose qu'elles reconnaissent? Oui, il y a plusieurs des municipalités dans notre région qui ont définitivement des objectifs reliés au bien-être.
de la communauté. C'est peut-être pas mentionné spécifiquement comme bien santé, parce que c'est pas... La santé, c'est pas nécessairement un objectif qui est... les municipalités sont pas responsables de la santé. Par contre, encore une fois, ils veulent que les gens soient heureux, puis ils veulent vivre dans leur région. Mais au niveau du bien-être, définitivement, il y a plusieurs communautés dans notre région qui favorisent vraiment l'augmentation des aménagements pour le vélo. On voit des super belles infrastructures dans notre région. Que ce soit pour les gens qui veulent faire comme du vélo de route, on voit qu'il y a des accotements qui ont été mis sur les chemins de comté. Il y a le sentier récréatif de Prescott-Russell qui est vraiment un super morceau pour les loisirs. Puis ça, c'est pour tout âge, toute compétence au niveau du vélo, la marche, etc. Fait que c'est des choses super importantes. Il y a la forêt La Rose. Donc, on parle vraiment de beaux endroits qui encouragent l'activité physique puis qui promouvoient la santé. Oui. Puis j'aimerais revenir sur un aspect que vous avez mentionné tantôt. Vous avez parlé de mettre plus de parcs, mais de s'assurer de garder ces parcs-là. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces parcs-là lorsqu'on les perd d'une certaine façon? Bien, des fois, c'est des terrains. Quand on veut augmenter, c'est des terrains. Donc, tu sais, ça peut valoir quelque chose si on veut le vendre. Mais des fois, c'est de vraiment considérer que c'est un investissement, puis qu'on le voit pas directement, que comme, bon, vous l'avez vendu, vous avez fait X nombre d'argent, mais un parc, c'est vraiment un bienfait pour la communauté, puis c'est important d'en avoir plusieurs, donc pensez, sont où nos écoles, sont où les quartiers résidentiels, parce que idéalement, les gens pourraient sortir de leur chez eux, puis se rendre au parc plus facilement. Puis des fois, c'est juste l'opportunité d'aller voir d'autres mondes, d'aller se promener. C'est pas juste pour des familles, pour aller jouer sur une structure de jeu. C'est vraiment un endroit où ce que les gens peuvent faire des connexions puis socialiser avec les gens de leur communauté. Donc, c'est vraiment un aspect important de la communauté. Oui. Et comment est-ce que les citoyens peuvent avoir leur rôle à jouer dans tout ça? On fait partie d'une communauté. Donc, c'est important, je pense, de communiquer avec nos décideurs municipaux. Quand ça vient le temps des élections aussi, c'est de poser des questions, puis vraiment voir qui, dans les candidats, favorise le bien-être, la santé des gens. Donc, penser ceux qui ont comme vraiment une vision pour la communauté, que c'est pas juste une ville où est-ce qu'on veut produire, mais c'est vraiment une place où est-ce que les gens y vivent, puis on veut que les gens soient heureux puis qu'ils aient la meilleure vie possible. Avec toutes les informations qu'on vient de vous partager jusqu'à présent, on peut avoir le sentiment en tant que citoyen qu'il est difficile de prendre action et de faire changer les choses afin de contribuer de la meilleure façon possible à son environnement et à sa santé. Toutefois, il existe effectivement certaines actions que l'on peut prendre afin d'avoir des changements dans notre communauté. Pourquoi est-ce que c'est important que les citoyens s'impliquent dans les décisions qui ont lien avec l'environnement? Bien, chaque choix qu'on fait, soit qu'en tant que citoyen, entreprise ou institution, a une influence sur notre bien-être et notre santé. Par exemple, les décisions qu'on fait en tant que transport ou l'énergie ont un impact sur l'eau et notre air local. Alors, pour faire une différence, c'est bien de commencer avec des micro-actions que tout le monde peut faire, comme réduire notre consommation de plastique ou acheter local ou éviter des bouteilles d'eau. Oui. Alors, ça devrait être aussi facile de participer tout ensemble dans la communauté pour faire une différence environnementale. Oui. Et comment est-ce qu'on peut encourager ou motiver les gens à s'impliquer sans se sentir dépassés par la situation? Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent agir, mais ils ne savent pas où commencer. C'est là où les micro-actions font toute la différence. Au lieu d'essayer de faire tout un coup et se sentir dépassé, on peut commencer avec des petites actions qui sont faciles à faire, comme éviter une bouteille d'eau ou fermer la lumière. Puis, ces actions s'accumulent et créent un boule de neige positif. Oui. Est-ce que vous avez également des exemples pour les gens d'actions locales qui ont eu un impact justement sur notre communauté, l'environnement et également la santé des individus? Bien, on peut prendre l'exemple des jardins communautaires ici à Rockland. Avec les jardins, ça nous donne accès aux aliments locaux, ça réduit
l'impact carbone de transport des aliments. Puis, ça nous donne un environnement, un lien social pour se rencontrer. Alors, il y a plusieurs municipalités qui adoptent des règlements pour réduire les déchets et aussi qui adoptent des règles pour encourager la plantation d'arbres. OK. Alors, c'est surtout important que les citoyens s'engagent à supporter les initiatives éco-responsables, à voter pour les règlements éco-responsables et aussi, s'ils veulent, adopter et lancer des petits projets. Et tout ensemble, soit ici à Rockland ou n'importe où dans la région, on peut faire une différence durable.